bienvenue dans Page Marquante, une émission où on analyse, compare des œuvres littéraires sur différents supports. Aujourd'hui, on a Le meilleur des monstres d'Aldous Huxley, 1931. Et on a Transmétropolitan de Warren Ellis et Derek Robertson. Voilà, du coup Transmétropolitan c'est de 1997 à 2002 sous plusieurs petits tomes. Du coup Le meilleur des mondes c'est un roman d'anticipation de la société capitaliste telle que Huxley la voyait, c'est-à-dire pas très ragoûtant, pas très reluisant, avec un monde détaché complètement de l'art déjà, de la musique, de la nature. Dès que t'es tout jeune, on te conditionne à apprendre que t'es très bien là où tu es. Tu ne pourrais pas être plus heureux que là où tu es dans ce que tu fais, peu importe ton échelle sociale. Voilà, tout est dans les plaisirs de la chair, dans les plaisirs du jeu. Mais par contre, absolument tabou, pas de reproduction. C'est-à-dire que la reproduction se fait en éprouvette. L'idée même d'avoir une mère et un père, c'est aberrant. C'est même considéré comme vulgaire en fait dans le livre. C'est ça, c'est vraiment... On est au sommet du vulgaire quoi. Autant on peut s'envoyer en l'air dans tous les sens et c'est même encouragé. C'est même implicitement encouragé. Et en dehors du travail, il faut que tout ne soit que bon moment, que joie, que... Et même que du coup, il distribue le soma, la drogue, pour que tout le monde se sente bien après le travail. Exactement. Tiens, voilà, un petit coup de soma, dès que ça va pas bien, un petit coup de... d'ailleurs, ça va toujours bien, parce qu'en fait, le soma, il est clairement distribué et rationné de manière à ce qu'on en ait assez pour tenir... toute la journée. Dans Transmétropolitan, pour le coup, déjà, c'est visuel. Bon, c'est du Warren Ellis, quoi. C'est politiquement totalement incorrect. C'est l'histoire d'un journaliste en fait qui s'est exilé dans les montagnes, un journaliste hyper connu et qui est plutôt sur des sujets très brûlants. Alors, il y a double raison d'exil, c'est que non seulement il était physiquement menacé, mais en plus c'est quelqu'un de passionné, complètement extrême dans tous les compartiments de la vie et qui s'est complètement vidé quoi. Du coup c'est les mouvements du journalisme gonzo, c'est-à-dire pour lui le journalisme objectif c'est une erreur et ça ne devrait pas exister. Pour lui le mode non. Je couvre un sujet, c'est forcément subjectif, du coup, il va y avoir mon avis à 100%. Je m'engage totalement, et par contre, il le vit tellement que quand il va sur des gros sujets comme ça, parce que lui, finalement, le travail, c'est sa vie, ça le touche et ça le vide. C'est-à-dire que, clairement, on sent qu'il y met tout son cœur, toute son énergie, et qu'il est complètement vidé après. C'est ça. Il y a beaucoup d'idées très cool dans ce livre. Il y a surtout une vision, encore une fois, assez sombre de ce que devient ou de ce que peut devenir l'humanité. Et il y a le côté politique du livre. Alors ça, c'est vachement intéressant, surtout que moi, je l'ai lu au moment de l'élection Trump-Biden. En fait, on peut le transposer dans pas mal d'élections, parce que du coup, l'élection qui couvre dans ces trucs-là, c'est la bête vs le sourire. Toute proportion gardée, je pense que si on devait le transposer entre deux pays, on aurait pu le comparer entre un duel entre Trump et Macron. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un vieux baroudeur, alors dans le livre il est décrit comme une bête politique, c'est-à-dire que le gars, ce qui n'est pas le cas de Trump, mais vraiment par contre physiquement et sur l'attitude, on se retrouve face à un Trump, contre un jeune arriviste qui affiche le sourire en toutes circonstances, même s'il se fait attaquer frontalement, et pour au final être encore pire. Ça va. Alors ce qui est bien, c'est que... Non, j'allais dire ça va pas tomber dans la violence inutile, pas tout à fait. Clairement, on sent qu'on a un héros qui est complètement en roue libre du début à la fin, qui va pas s'empêcher de transgresser les règles pour faire avancer son propos. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est que dans ce livre, on a l'impression que c'est celui qui se déshumanise le plus, alors qu'en fait, au final, c'est celui pour lequel on va développer le plus d'empathie et le moins. C'est vraiment... Oui, c'est ça, tu peux l'aimer et le détester en même temps, c'est vraiment... Mais c'est un truc que je retrouve beaucoup dans les personnages du meilleur des mondes. Il y a vraiment des moments où tu es d'accord avec eux et d'autres moments où ils te révulsent parce que... dans leur manière de parler, dans leur manière d'agir, que ce soit Bernard Marx justement qui au début il est complètement contre la société dans laquelle il vit et dès qu'il a un petit peu de succès, tout d'un coup ça devient le pire. C'est full win, hein, il veut profiter de tout quoi, c'est-à-dire que toutes les... En fait, pour le placer un peu, Bernard Marx, c'est un alpha. Voilà, il est vraiment au niveau très évolué de la société, mais il n'a pas le physique qui va avec. Et du coup, il le vit pas bien.
Et il commence à essayer de se mettre en mode dissident, c'est-à-dire qu'il bon bah puisque c'est comme ça, moi je suis un peu au-dessus des autres, je vois des choses que les autres voient pas, je pense par moi-même, etc. Donc on imagine ce gars-là renverser la société en question. Et au final, dès que ça se passe bien pour lui, parce qu'il va devenir une star, parce qu'il va ramener un humain qui a été conçu il devient naturellement. limite pire que tous les autres mecs voilà, qui critiquent. c'est ça. Vraiment, il va prendre... Là où avant il critiquait, parce que du coup Lénina, il est intéressé par elle et elle s'intéresse à lui, ce que plein de gens trouvent ça étrange parce que elle est très pneumatique, comme il est dit dans le livre. Voilà. Et c'est vrai que notre ami Bernard Marx, là, qui au départ est en mode bolchevique et qui ensuite se met en mode full win, voilà, c'est les portes s'ouvrent devant moi, je peux me faire les femmes que je veux. On m'invite sur les soirée, j'en aurais plusieurs, alors voilà. qu'avant je critiquais les gens qui sortaient avec une seule, puis le soir d'avant sortaient avec une autre. Voilà, c'est ça. Dans les autres personnages assez intéressants, il y a bien sûr John le sauvage. Ah oui, voilà, c'est ça. Qui lui c'est pareil, il y a plein de moments où je suis d'accord avec lui et d'autres moments où je le trouve beaucoup trop dans l'extrême quoi. C'est vraiment en fait celui qui a été élevé dans la religion et avec il dit du Shakespeare. Voilà. Mais bon, Shakespeare, c'est quand même assez drôle. Là, c'est vraiment l'aspect shakespearien de... le dramaturge, là. J'ai des sentiments, mais au final, je veux pas les avouer. En fait, on est sur quelqu'un de passionné, mais en mode cocotte minute. C'est-à-dire qu'il fait monter la pression, à un moment donné, ça explose, personne ne le comprend. Lui, il arrive dans une société qu'il comprend pas... Enfin, dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas la société ne le comprend pas. À aucun moment, il essaie de s'adapter. C'est-à-dire que lui, il arrive avec ses idées, il veut les imposer, et ce qu'on peut comprendre, le personnage est attachant, mais il est clairement trop extrême pour cette société policée, aseptisée. Juste pour du coup remettre en contexte, puisque du coup j'ai pas du tout parlé de comment John est arrivé dans l'histoire, Bernard part en voyage avec du coup Lénina voilà, dans une réserve, parce que du coup il y a des réserves d'humains de comment ils vivaient avant. Et il rencontre John et il se rend compte qu'en fait c'est le fils de son responsable. Et vu que c'est tabou d'avoir des enfants, il ramène le fils et du coup la mère qui était aussi une bêta mais que le responsable a abandonné parce que... oui, il l'a pas retrouvé. Hein. Oui, il l'a pas retrouvé mais il l'a pas beaucoup cherché. Il l'a pas cherché, il l'a pas retrouvé, il s'est barré. Voilà. Et du coup, il ramène la mère et le fils. C'est ce qui a rendu Bernard célèbre, c'est parce qu'il a ramené John le Sauvage. Et puis il a une culture totalement différente, il n'a pas les us et coutumes, donc c'est toujours rigolo d'inviter quelqu'un qui se débat un peu dans les règles de la société sans les maîtriser. Et puis, alors moi je voudrais revenir sur la mère de John, qui est un personnage... Enfin, je trouve que c'est assez terrible ce qui lui arrive, parce qu'elle part en voyage, elle se retrouve dans une réserve abandonnée, ce qui fait que elle, pour le coup, je pense que c'est vraiment un personnage pivot du livre, parce que elle vit dans une société qu'elle connaît, et elle va se retrouver immergée dans une autre société de manière obligatoire. Elle vit dans une société où c'est le consumérisme. Il est dit, en gros, dès que tu as un truc qui est cassé, t'essayes pas de le réparer, tu le jettes, tu rachètes. Voilà, c'est ça. Ça encourage à racheter. Et là, elle arrive, du coup, dans une société qu'elle considère comme archaïque, où tes vêtements, tu les jettes pas, tu les rapièces. Voilà, c'est ça. Et du coup, il y a le petit John qui est considéré comme une aberration par sa mère parce que elle trouve ça aberrant d'avoir mis au monde un enfant, qui n'est pas accepté par le village parce que c'est l'enfant de la prostituée. Du coup, personne n'en veut. Il trouve jamais sa place, en fait. C'est ça. Il trouve sa place nulle part. Pour revenir juste vite fait sur la mère de John, non seulement elle a des relations sexuelles pour on va dire, essayer de trouver, entre guillemets, la bienveillance ou du bien-être. Puis aussi pour avoir à manger. Voilà, pour avoir à manger, mais aussi elle se noie dans l'alcool, qui est une espèce de pendant au soma. Sauf que autant le soma apparemment a peu d'impact négatif sur le physique, autant l'alcool, là du coup elle devient obèse, elle devient alcoolique, tout ce que ça amène. Donc en fait quand elle est ramenée dans la société, c'est vraiment un déchet humain, quoi. Clairement, elle ressemble plus à rien, donc du coup elle est... Voilà. Elle est ostracisée directement. C'est ça, exactement. Là où John est... tout le monde veut le voir, tout le monde veut le rencontrer, parce que il me semble que c'est dit dans le livre, ça fait longtemps qu'il est quand même assez beau. Oui, il a un physique avenant, donc plus le fait qu'il ait du charme et qu'il ait cette origine entre guillemets sauvage fait que toutes les portes s'ouvrent devant lui et j'ai envie de dire qu'il est claconné de tout le monde parce que lui il a pas envie d'être comme ça. John et Spider Jerusalem, ils se ressemblent beaucoup sur ça, où tous les deux, à un moment, ils vont essayer de plus ou moins de provoquer une révolte. Spider Jerusalem, il va dans une convention de religion, parce qu'après tout, on est dans le futur, tout le monde peut ouvrir sa religion. Et il commence, il est sous drogue, il commence à péter un plomb.
sur la religion, sur comme quoi c'est le mensonge de l'humanité, tout ça. Et il y a un peu ce même truc avec John au moment où je crois que c'est une sortie d'usine, où il leur distribue du soma. Pour le week-end, ouais. C'est ça, et il pète un plomb et il commence à leur crier comme quoi ils doivent se libérer, comme quoi ils doivent sortir de leur chaîne, et il balance leur soma par la fenêtre, et du coup... Et ben, il manque de se faire lyncher, quoi. Hein. C'est ça, en effet, parce que en plus, avec l'aide, du coup, de l'autre alpha important de l'histoire, Helmholtz, qui... Un personnage intéressant, c'est dire. Ouais. Oui, Helmholtz, c'est... lui, il a tout pour réussir, mais juste, il se sent pas satisfait... C'est un peu le parallèle, c'est un peu le pendant de Bernard Marx, sauf que lui, ses convictions sont réelles. C'est ça, et c'est vraiment, en fait, il attendait quelqu'un comme John, parce qu'il attendait une sorte de héros pour sauver leur société. Voilà. Voilà, mais cette scène de l'usine est intéressante. Au final, ils sont arrivés avec du soma en gaz et ils ont gazé tout le monde. Voilà, c'est ça. Et hop, ils endorment tout le monde. Allez, bonne nuit les petits. On va retirer l'agitateur et puis on oublie ce qu'on a vu. Et, tenez, prenez vos doses et rentrez chez vous. Il ne s'est rien passé. Là où pour le coup, dans Spider-Jerusalem, c'est plus on va médiatiser tous les pétages de plomb. Hein. C'est ça. Tous les pétages de plomb vont être utilisés à bon escient. Il va essayer justement des fois d'être l'étincelle qui va faire exploser le baril pour montrer aux gens que c'est juste pas possible, que cette société marche à l'envers. En fait, c'est une des grosses différences, c'est Spider-Jerusalem, il est écouté. Voilà, c'est ça. Et c'est un peu le truc de... il est écouté, mais malgré tout, il ressent une sorte d'hypocrisie chez les gens, parce qu'il est en mode, vous m'écoutez, mais vous agissez pas. Bah en fait, les deux sont écoutés, je pense, que ce soit John ou Spider-Jerusalem, sauf que John, il est écouté parce que c'est un sauvage et que c'est une curiosité, donc il n'est pas légitime dans ses propos, alors que Spider-Jerusalem, étant donné qu'il a déjà fait, entre guillemets, trembler le pouvoir, quand il sort un article, tout le monde l'écoute et il est suivi, quoi. Du coup, finalement, Bernard Marx et Helmholtz vont être envoyés sur une île par Mustapha, l'administrateur général de leur pays. Et en gros, tu te rends compte que tous les alpha et bêta qui se rendent compte de plus ou moins dans la société dans laquelle ils vivent et qui ne veulent plus y vivre ou qui ont des idées différentes, plutôt que d'être envoyés en prison ou quoi que ce soit, sont isolés sur des îles où ils construisent leur propre société. Oui. Ce qui est quand même assez intéressant. Et c'est quand même le truc de... on va pas essayer de vous contrôler, juste on va vous envoyer. On va vous montrer le système que vous voulez faire. Voilà. Bernard, il est pas très content d'y aller, il le prend comme... comme une punition. Hein, c'est clairement. ça. Oui. Alors que, c'est tout encore une fois, lui, il est dans la reconnaissance. C'est-à-dire qu'il aurait voulu non seulement renverser le système, mais qu'on dise que c'était lui qui était à l'instigation de cette révolution. Surtout, il aurait juste voulu avoir le physique de son ami. Tout simplement. C'est la jalousie personnifiée. Ouais, c'est la jalousie et l'envie. Et avec, du coup, pareil, gros spoil, John qui lui reste jusqu'à se suicider parce que trop de différences avec la société. Choc des cultures. On a insisté sur le côté femme facile parce qu'on a des protagonistes qui sont masculins et donc voilà, on a leur vision. Et c'est toujours le truc de Bernard qui se plaint que tout le monde les considère à des morceaux de viande alors qu'au final il fait la même chose. Mais c'est vraiment les hommes et les femmes qui, dès leur plus jeune âge, en fait, aller jouer à touche pipi dans le buisson, c'est pas interdit, quoi. Et c'est même encouragé, allez-y, faites-vous plaisir, c'est fait pour ça. Donc voilà, c'est hyper... En tout cas, les deux œuvres sont encore hyper intéressantes. On peut les mettre en parallèle, si ce n'est que Spider-Jerusalem, lui, pour le coup, spoiler alerte, arrêtez-vous là si vous voulez pas savoir la fin, lui arrive à ses fins. Oui. Grâce à ses sordides assistantes. Voilà. Parce que là, pour le coup, ce que j'aime bien avec Spider-Jerusalem, c'est qu'il y a quand même des personnages féminins très forts. Ah ouais. Là où je trouve dans... tu me diras, c'est peut-être l'époque, Le Meilleur des Mondes, 1931. Mais comme personnage féminin qui est récurrent, il n'y a que Lénina et elle est là que pour l'aspect de elle est amoureuse de John. Oui, voilà, c'est ça. Alors que là, on a plusieurs personnages féminins très forts. On a effectivement ces deux sordides assistantes. Sharon Nero, du coup, et Yelena Rossini. Vita, elle est hyper importante, je trouve. Vita, du coup, elle est conseillère politique du Sourire. Et au final, quand il écrit ses articles, il dit la seule raison de voter pour le Sourire, c'est pour cette femme parce qu'elle est incroyable. Voilà, c'est ça. Et pour le coup... spoiler alerte, elle est sacrifiée pour des fins électorales. Donc c'est vraiment... Elle se fait tuer en plein milieu d'un discours, voilà, juste pour faire monter la cote de sympathie, de popularité, voilà, c'est ça. Donc et ça sera pas le seul personnage sacrifié par le Sourire. Donc en parlant de non politiquement correct, le Sourire l'avoue tranquillement devant Spider en disant... c'est quoi, je vais surfer sur ses seins rebondis jusqu'à la Maison Blanche ou un truc comme ça, sur les seins de son cas... Ah oui, non mais autant sur le physique que sur le fait qu'il a sacrifié, le gars n'a aucune limite, aucun filtre.
Sauf que lui, c'est que en privé, alors que la bête l'avoue très bien, qu'il dit, voilà, c'est cette phrase que tu m'avais dit, où il disait, à partir du moment où 51% de mon électorat est heureux et satisfait, je considère que j'ai bien fait mon travail. Mais c'est ça qui est intéressant sur les deux, sur la politique. Là, c'est la majorité doit être content et on met tout ce qu'il faut pour. Là, c'est plus, on va dire, un système politique actuel où si la majorité vote pour moi... Ah bah si j'ai ma base électorale qui me remet sur le siège, je considère que j'ai bien fait mon travail. Et le sourire, c'est carrément autre chose. C'est carrément, il fait exprès de mettre en danger des quartiers pauvres pour essayer de tuer les gens. Voilà, c'est ça. C'est vraiment le truc de... on peut pas vous satisfaire, on va vous faire disparaître, c'est pas grave. Et c'est... deux sociétés qui, du coup... dans la description, c'est... T'as pas envie de vivre dans ces sociétés. Il y a des aspects qui attirent parce que ça a l'air plus simple dans l'un comme dans l'autre, parce que niveau technologie dans Transmétropolitane, forcément, c'est du post-cyberpunk, du coup. Oui. Mais il y a d'immenses possibilités. Et effectivement, c'est ce qui m'avait un peu choqué en sortant de ce roman, c'est qu'on se disait, on avait presque envie de vivre dans cette société, mais en fait, on se rend compte que quand même, on est bridé sur tout, que ce soit les spectacles, je veux dire, à part le sexe et quelques sports en vogue, il y a quand même pas beaucoup de... c'est parce que dès que t'es petit, on donne des chocs électriques, dès que tu t'approches de l'art ou quoi que ce soit, du coup, ça veut dire que l'art n'existe pas, tu ne peux pas t'exprimer par l'art parce que tu es dégoûté par l'art, et à la place, juste, tu t'enfonces dans... des plaisirs faciles. Voilà. Et en fait, il n'y a pas de... c'est un peu le truc de... Personne ne peut avoir de grosses personnalités. Et c'est même étonnant que Helmholtz et Bernard ont réussi à avoir de telles personnalités, puisque normalement, tout est fait pour que ta personnalité soit pratiquement à zéro. C'est ce qui donne un peu d'espoir à ce bouquin-là. C'est-à-dire qu'on aura beau conditionner et essayer de mettre en place des systèmes qui brident les gens, finalement, la complexité du cerveau humain fait encore qu'on peut avoir des herbes un peu dissidentes qui poussent au milieu d'un gazon bien taillé. Et là, c'est intéressant. Justement, dans Transmétropolitane, il y a plein de gens différents avec des personnalités très très différentes. Je veux dire, il y a des gens qui sont à moitié robotiques, voire complètement robotiques. Il y a des gens qui se téléchargent dans des nuages de nanorobots. Et c'est tous des citoyens. Et malgré ça, malgré tous ces différences et toutes ces possibilités, ils suivent un système qui est profondément injuste, qui est profondément... Et c'est un peu... qui est profondément installé, malheureusement. Et c'est ça. Et voilà, on a l'impression qu'on peut rien faire. C'est super intéressant sur la nature humaine, sur les sociétés profondément, que ce soit le système politique ou quoi que ce soit, et comment les humains réagissent avec les moments où t'es pas d'accord avec les personnages, comme les moments où t'es profondément en accord avec eux. Exactement. Donc, mangez-en, c'est bon. Fin de l'émission.